a utilisé cette sémantique de l'hôtel parce que c'est un lieu qui s'est imaginé en fait avant d'avoir une fonction vraiment attribuée. D'ailleurs, il n'en a toujours pas, c'est un peu salué. Donc c'était vraiment l'idée d'avoir un lieu très hospitalier, un lieu où on est aussi. L'idée de l'hôtel, c'est aussi parce que c'est un lieu de passage, où on va venir s'approprier un espace, on va venir un peu aussi comme à la maison, mais on va laisser ensuite sa place à d'autres. Donc c'est vraiment pour ça qu'on a pensé une logique, une temporalité, on sait pour utiliser ce lieu. Donc chacun peut venir dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel champ disciplinaire, expérimenter dans un espace, tester quelque chose, une idée. Alors ça peut être vraiment au tout début d'un parcours, comme au contraire pour une étape en fait, dans un parcours tout autre, comme pour venir changer un peu une manière de faire, ou bouger les lignes dans ce qu'on est habitué de faire. Donc chacun peut venir à sa manière tester un espace. Et donc là, ce soir, vous venez dans le cadre d'une exposition, donc c'est pas un lieu dédié aux expositions, mais par contre, on peut en accueillir. Et puis, c'est vrai que pour Alimata, c'était une rencontre aussi, parce que tu étais venu dans le cadre d'autres projets aussi, expérimenter dans le cadre du Festival de Beauparleuse, par exemple, dans le cadre d'un projet qui s'appelait Fleurs, qui était un ciel de fleurs, qui était au premier étage, qui avait été initié par une fleuriste et avec des écoles qui ont été associées à ce projet. Et là, du coup, le cadre de cette exposition et de cette rencontre, ça permettait aussi un autre partage du coup, sur son travail et sur cette exploration très intime aussi de toi, mais que tu partages grandement. Donc, ce lieu partagé en fait, où vous êtes accueille avec grand plaisir. En tout cas, c'est un projet aussi très partagé. Et peut-être ce que j'ai pas dit quand même qui est intéressant aussi, quand même, c'est que ce lieu en fait, est porté par une association collégiale, dans laquelle tout à chacun peut aussi rentrer dans la contenance, notamment ceux qui ont été hôtes dans le lieu. Et on partage le lieu en fait, avec une école maternelle au rez-de-chaussée. Donc là, le quotidien déjà de cette semaine, une première semaine d'expo, vous avez vu peut-être pour ceux qui sont venus, aussi pour les médiateurs de l'exposition qui ont quelques-uns dans la salle, vivre avec aussi l'école maternelle au rez-de-chaussée. Donc le lieu il est ouvert tous les jours. Donc dès le matin, de bonne heure jusqu'à 18h30 pour la conciergerie en tout cas. Et on peut venir en curieux comme ça, se balader, découvrir ce qui s'y passe. Donc parfois il y a des rendez-vous vraiment ouverts destinés au public, comme aussi des gens qui travaillent et qui laissent leur porte ouverte. Donc on peut venir voir. Et au hasard un peu de ce qui s'y passe, ça se renouvelle en fait en permanence. Voilà un peu pour donner les quelques clés de ce qu'est le jeu. Je vous souhaite une très très bonne soirée du coup. Et puis on continue la semaine prochaine évidemment au quotidien. Merci Gonella. Moi je l'appelle ma maman, c'est ma maman de ces 2 semaines. Et quand je dis ça, c'est pas pour ni la vieillir, ni la bloquer dans une posture, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens moi d'une bienveillance. Quand on est accueilli ici, on est pris comme on est, et avec cette façon de répondre à nos besoins, et on n'est pas dans des exigences, hein, c'est vraiment pas la même chose, c'est des besoins. Là, je vous disais, est-ce que je peux avoir si tu penses, qu'est-ce que tu en penses, et on est toujours dans cet échange. J'ai l'impression qu'il n'y a jamais rien d'impossible, en tout cas dans ce lieu, et moi je suis ravie que vous ayez accepté ce projet, qui était évidemment un deuxième projet que je proposais, et voilà, merci d'être là. Et vous voyez, elle grignote sur sa vie personnelle encore. Enfin voilà, le dimanche dernier on s'est installé et j'avais oublié que l'alarme démarrait à 20h. Donc du coup à 20h, on a eu les oreilles brisées par une alarme, et je l'ai appelée, je lui ai dit Gonella, ça sonne, pourquoi? Elle me dit le dimanche c'est 20h, oups. Donc elle a dû revenir, enfin voilà. Donc merci pour toute cette bienveillance et cette présence si humaine. Et juste, je voulais m'expliquer aussi parce que du coup, justement, on répond aussi aux imprévus ou aux idées du dernier moment. Du coup, on a décidé de faire cette rencontre dans cette salle-là un peu au dernier moment. Du coup, vous n'allez pas avoir très chaud parce qu'on programme en général le chauffage. Donc, je voulais juste vous dire ça. Donc, vous allez pas réchauffer. En tout cas, très bonne soirée du coup. Merci. À mon tour de vous dire merci, de choisir de passer votre samedi soir ici. D'être là pour découvrir ce projet. Certains et certaines me connaissent, d'autres ne me connaissent pas. Certaines me connaissent, mais on découvre encore un peu plus parce que il y a des choses de l'intime, comme le disait Gonella, que j'ai livrées au travers de ce projet et qui étaient importantes pour moi. Et aujourd'hui, ce qu'on voulait vous proposer pour commencer, un bout d'intime qui est important pour moi, c'est la musique. Ça a toujours été, enfin, plus ou moins assumé d'ailleurs dans mes choix, parce que j'aime aussi bien du Claude François que du
je sais pas, j'ai pas d'artiste en tête, mais Kerry James, enfin voilà, je peux passer du rap à la variété, peu importe, mais en tout cas l'idée c'est toujours de me faire du bien, ou parfois de me mettre dans un état de tristesse, parce que j'ai besoin parfois de me concentrer sur ce que je ressens. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai demandé à Romain, qui est là avec nous ce soir, de créer un thème musical pour cette exposition. Je voulais qu'elle soit enveloppante musicalement parlant aussi, donc vous avez la possibilité soit d'entendre les titres pendant que vous découvrez les photos, soit quand vous allez rentrer ce soir chez vous, demain, après-demain, d'aller sur le site internet de l'exposition et de réécouter les titres. Alors vous avez la chance ce soir d'avoir un troisième titre inédit qui est tout frais, là, que j'ai découvert tout à l'heure avec émotion. On pourra parler de ce que contiennent ces chansons, mais elles ont chacune une histoire. Et Romain est ce magicien qui a réussi à retransmettre mon histoire, son histoire mêlée au travers de ces trois titres et qui ont une forme très universelle parce que toutes les personnes qui vont écouter jusque-là sont émues pour des raisons différentes. J'ai vu des jeunes hommes, des femmes, des gens plus âgés être touchés aux larmes par ces titres et je suis ravie de ce que ça génère, pas parce que je suis contente de voir pleurer les gens, mais parce que ce sont des émotions qui parlent à tout le monde. Donc voilà, on va prendre un petit temps pour les écouter si vous voulez bien, parce que on n'a pas tous eu le temps de le faire pendant le... Voilà, ça fait un mini-concert, il ne va pas faire en live, parce qu'on n'a pas de matériel pour, mais l'idée c'est que vous puissiez vous imprégner de ça et on commencera l'échange ensuite. Donc bonne écoute, et à tout de suite. J'ai plus besoin de secours, secours. J'ai plus besoin de secours, secours. Ça y est, ma place est là, 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 là. Tu vois mon règne est là, 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 là. On fait pas toujours les bons choix. On fait souvent n'importe quoi. On se retresse à des fils. C'est la force de la vie. Je fais le pari d'être moi, le roi de mon corps, mes choix. Terre de disco, oh. L'océan crevé, sur cette terre de disco, oh, que t'as pourtant dansé. Oui, c'était mon préféré, avant qu'il soit celui qui me rappelle que ton temps était compté, que ton corps ne pouvait plus danser. Tu étais ce feu. Allez, gros bisous. Je vais laisser Aminata reprendre un petit peu ses esprits avant de lui laisser la parole. Donc C'est ok, c'est de la vie, les larmes. Bon voilà, on voulait commencer cet échange pour... vous n'avez pas forcément eu l'occasion de découvrir les titres tout à l'heure. Pour vous donner des précisions, alors j'ai commencé par Geneba qu'on a entendu. Geneba, c'était le prénom de ma mère, qui est décédée en août 2018. Et ma mère avait une tradition et que, bêtement, je n'avais pas compris ce que je m'étais approprié. J'ai compris juste il y a une semaine pourquoi, à chaque fois, à minuit, mes amis avaient un message de moi. Parce que ma mère, jusqu'à tout le temps qu'elle était vivante, nous appelait à minuit, à chaque fois, pour nous donner, souhaiter bon anniversaire. Si on n'était pas réveillé, elle nous laissait un message. Donc la voix que vous entendez au début, c'est ma mère, qui le 30 novembre 2016, c'est là que je suis née, en novembre, le 30, m'a laissé un message, je dormais. Donc le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai entendu ce message et je me suis dit « Oh, c'est trop mignon, ma petite maman, je l'enregistre. » Pour qui, pourquoi? C'est celui-ci que j'ai enregistré. Il avait quelque chose d'intemporel et je me disais « Oh, ben, bon, je le garde, de toute façon elle est là, voilà, j'en ferai rien. » Et en fait, elle est décédée 2 ans plus tard. Donc je réécoute ce message à chaque anniversaire. J'ai pas du tout de lubie masochiste, hein, c'est juste que dans le projet, tant tel que j'en parle, les traces c'est important pour moi. Et comme mon père est décédé, ce qui m'a manqué le plus, c'était d'entendre sa voix. Et je me suis dit plus jamais.
plus jamais je laisse des gens à côté de moi sans que j'ai des photos. Donc c'est pour ça que chacun d'entre vous, vous êtes toujours pris en photo avec moi. Vous me voyez 1 seconde ou 10 ans, il y a toujours des photos. Je sais pas que je me projette dans la mort des gens, hein, mais je veux garder des traces. Je veux que les enfants aient des traces de moi, je veux que les gens aient des traces des gens. J'ai arrêté de pas avoir de son de mon père. Voilà, c'est comme ça. Mais ma mère, voilà, ce message-là, donc Romain a introduit, mis dans cette chanson. Donc ça, c'est ma mère que vous entendez, qui parle en bambara, une des langues que l'on parle au Mali, et qui, vous avez la traduction, mais c'était vraiment des bénédictions qu'un parent fait à son père en disant la joie, le bonheur, le fait que tout ce qu'elle me souhaitait pour ma vie. Une des choses pour laquelle elle n'a pas tenu parole, c'est qu'elle me souhaitait qu'on puisse se souhaiter pendant des siècles et des siècles encore nos anniversaires. Voilà, elle n'est plus là pour le faire, mais d'une certaine façon encore. Donc voilà pour cette chanson. Et l'autre titre, moi je l'ai découvert ce soir, Romain m'en avait parlé, et donc on est en avant-première ensemble, je l'avais entendu tout à l'heure heureusement, mais discours en crevé, pour vous raconter, je suis désolée, après on va passer à l'échange, mais c'est important que je vous explique. J'ai eu 40 ans, donc il y a bientôt 5 ans. Je suis fan de Claude François. Pas l'homme, hein. Personne n'est parfait, mais l'homme ne m'intéresse pas particulièrement, mais ses chansons ont toujours eu un pouvoir, quel que soit mon état, de me donner envie de me lever et de danser. Et pour mes 40 ans, mon mari qui est là, mes amis qui sont là aussi dans la salle, j'aurais dit, quoi qu'il en soit, Claude François ne pourra pas revenir, mais je veux qu'il soit à mes 40 ans. Donc, certaines s'en souviennent, c'était très compliqué de convaincre mon mari de mettre la perruque de Claude François, voilà, la tenue aussi. Il m'aime suffisamment pour l'avoir fait, donc je le remercie encore. Mes copines qui ont dû supporter son tempérament ce jour-là, ça va pas, je vais pas mettre ça, enfin bon bref. Et j'ai une sœur qui est à Toulouse, dont je parle peu parce que c'est sa vie, mais elle fait partie de la mienne. On était comme ça, imbriqués l'une dans l'autre. On a 18 mois de différence. Et cette sœur a une maladie dégénérative qui fait que depuis 2016, elle part par petits bouts. À tel point qu'aujourd'hui, on ne peut plus se parler, elle comprend tout ce que je lui dis, bien évidemment, mais elle ne peut plus me téléphoner. Enfin voilà, et en fait, j'en crève. J'en crève parce qu'on faisait plein de choses ensemble et que j'ai l'impression qu'on me l'a retiré à un moment où enfin on pouvait vivre plein de choses ensemble parce que enfin on avait des thunes, enfin on avait un travail, enfin on pouvait voyager ensemble et on n'a pas profité de ça pas parce qu'on a voulu attendre que ce soit mieux, mais on n'avait pas les thunes avant en fait. Et quand on a pu le faire enfin, qu'on était installé, voilà, cette maladie, qu'on ne sait pas d'où elle vient, on ne connaît même pas le nom, elle est en train de mourir petit à petit. Et donc, pour mes 40 ans, c'était le début de sa maladie, elle m'a fait la surprise de venir et ils ont fait une chorégraphie sur Magnolia Forever. Vous la connaissez, les Magnolia, personne n'aime pas, là. Et ma sœur m'a raconté les coulisses de cette chanson en me disant, quand il la préparait, elle a commencé déjà à avoir des tremblements, à être mal et tout, et elle m'a raconté que cette chanson, avec son mari, ils avaient fait la chorégraphie ensemble, et que maintenant, à chaque fois qu'il l'entendait, ça les rendait tristes parce que ça les rappelait que c'était le démarrage de sa maladie qui la faisait partir. Et donc elle m'a raconté ça, j'en ai voulu, parce qu'elle est venue salir cette chanson qui me faisait que du bonheur, et elle est venue rajouter cette dose de tristesse que je ne voulais pas avoir. Donc j'en ai voulu au début. Je lui en veux toujours un peu, parce que quand je l'écoute cette chanson, je me dis merde, déjà j'ai pas besoin de ça pour me souvenir que t'es malade en fait, pourquoi tu m'as rajouté cette charge-là sur cette chanson, et donc discours en crevé, ça parle de ça. Et Romain, voilà, et cette force que tu as, c'est d'écrire des textes qui te parlent, qui me parlent, qui parlent au monde, et ça je sais même pas, comme toutes les créations qui sont là, tous les artistes qui ont contribué à cette exposition, le mot fierté est galvaudé désormais, mais moi quand j'utilise vraiment, je suis très très fière de tout ce que vous avez produit, tout ce qui est là. Et je voudrais juste prendre un temps pour vous présenter les artistes qui sont présents ce soir. Il y en a quelques-uns qui étaient là, qui ont dû repartir. Il y a Diane Pinson qui est là, si tu veux bien te lever. Vous pourrez la retrouver, elle a produit une des œuvres dans la salle. Yaya, Manu Ciné. Bon, Julie, qui fait partie forcément de ce projet aussi, elle est là pour animer le débat, elle va écrire dans le projet de livre qui est là et elle m'accompagne dans plein d'étapes de ce projet. Romain, on va en parler tout de suite. Je ne sais pas s'il reste d'autres personnes dans le projet, les autres ont dû partir malheureusement. Mais voilà. Donc
va pouvoir passer à la suite. Merci d'être là. Merci. Avant de démarrer le débat, je voudrais juste rappeler aujourd'hui, l'exposition a démarré lundi, elle est là pour 2 semaines. Je suis Aminata. C'est au-delà d'une exposition, c'est aussi une association, c'est-à-dire qu'Aminata a créé une association, Je suis Aminata, parce que l'objectif de cette exposition, c'est qu'elle circule pendant 1 an pour aller à la rencontre des gens. Donc c'est vraiment un projet de société auquel tu tenais vraiment fort. Et comme toute association, il peut y avoir des adhérents aussi. Donc si vous avez été touché, si vous trouvez intéressant de pouvoir apporter de votre présence, de ce que vous êtes à travers cette association, c'est possible. Il y a la possibilité d'y adhérer et aussi d'y faire des dons, des choses comme ça. On le dit, alors c'est vrai qu'Aminata, je sais que tu n'es pas à l'aise avec ça, mais moi je prends du coup la parole pour le dire parce que je suis témoin de voir à quel point elle est engagée humainement, personnellement, au-delà de ce qu'elle donne à voir à travers son exposition, mais au niveau du temps, au niveau de l'argent, très clairement, hein, c'est le nerf de la guerre. Et comme tout, il y a des déplacements, tu es allé à Paris, tu as déposé l'assaut, tu as fait l'expo, tu es revenu, il y a des frais qui sont afférents à l'exposition. Donc voilà, donc c'est aussi, il y a la possibilité aussi de faire des dons à l'association, si vous souhaitez, à la hauteur des moyens qui sont les vôtres. Mais en tout cas, même 1 euro est toujours bienvenu pour pouvoir avoir participé à différentes associations, c'est toujours agréable. Donc voilà. Écoute, merci en tout cas Aminata pour tout le fait qu'on soit tous réunis ici ce soir. Je vais essayer d'animer le débat. Je vais essayer de vous amener un petit peu à travers les réflexions. Aminata, quand elle m'a demandé, en fait, si c'est venu un petit peu comme ça, hein, au départ c'était que Paris. La personne qui nous accueillait sur le lieu où on a fait l'exposition ne se sentait pas d'animer le débat. Et en parlant, je lui dis écoute, moi, si à la rigueur, vu que je suis à Paris, si ça te dit, je peux le faire. Enfin, en tout cas, je vais essayer de le faire. Et c'est de là où en fait l'idée est partie. Et puis après, je dis allez, vas-y, Rennes, on y va. Et puis peut-être qu'il y en aura d'autres, on verra. Moi ce que je voulais en fait c'était amener un petit peu de la réflexion, donc un peu de ma réflexion, mais aussi après de voir un petit peu ce qu'Aminata et Romain ont à dire aussi à travers mes questions. Donc Je suis Aminata, c'est un projet qui fait société quand je deviens œuvre d'art. Ça c'est l'accroche de ton exposition. Et les thématiques principales qui en découlent, tu le dis souvent, ce sont l'identité et ce qui fait lien entre nous. Il y en a un 3e dont tu as, je ne sais pas si c'est par pudeur ou pas, moins parlé, mais que j'ai découvert en découvrant l'exposition, qui est aussi la filiation, qui est vraiment très important. Mais avant de lancer la conversation, moi, je souhaitais vous présenter. Donc, toi, Aminata, tu dis souvent que tu es plusieurs dans ta tête, et c'est sûrement ce qui fait émerger tous les projets que tu mets en place autour de toi. Il y a eu la création de ton podcast Tout le monde passe sur le truc, où j'ai eu l'honneur d'être invitée. La co-création du premier festival de podcast à Rennes, Les Haut-Parleuses, qui s'est déroulé ici au mois d'octobre dernier. Il y a eu et maintenant l'exposition Je suis Aminata, un projet audacieux et humaniste, je te l'ai déjà dit à ton image. Femme dynamique, aux multiples facettes et haute en couleurs. Bon, ce soir, pour le coup, il y a moins de couleurs. Mais pour ceux et celles qui connaissent bien Aminata, il y a souvent beaucoup de couleurs. Tu es Aminata. Romain, tu es auteur, compositeur, interprète. Tu es en cours de réalisation de ton premier EP, dont on a écouté donc les 3. Il est fini, ça y est. En mars 2023, si mes oreilles ont bien fait. En mars, entre mars et avril 2023. Voilà. Donc les 3 œuvres qu'on a entendues là sur l'expo seront présentes sur cette EP. Pas sur cette EP là, elles seront en parallèle en fait de l'EP, elles sortiront un peu avant justement, une carte de visite. Parce que en fait ce qui se passait, c'est que moi je faisais mon premier EP, je suis en train déjà d'enregistrer, c'est un travail de longue haleine sur 3-4 ans. Et en fait Aminata me dit je veux que tu fasses des chansons pour l'exposition. Moi j'étais en plein promotion, marketing, machin, avocat, truc, on préparait la sortie. Et j'ai dit bon allez ok, parce que la thématique était telle et le fond était tellement fort et me parlait tellement et résonnait tellement, et je pense peut résonner avec absolument tout le monde. Donc je me suis dit je ne peux pas passer à côté de ça parce que notre lien
et aussi ces vibrations que moi ça me fait chez moi et vis-à-vis de mon histoire. Donc, et elles sont nées ces chansons et j'en suis très heureux, même si c'était pas du tout prévu et complètement en parallèle de l'EP et que voilà, on verra comment elles existent séparément de l'EP, mais en tout cas elles sont là et je suis très heureux qu'elles soient là. Et donc un EP à découvrir en mars ou avril 2023, voilà. Surveiller un petit peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux. Il y a un extrait qui arrive d'ailleurs lundi, un premier extrait à découvrir, un deuxième extrait. Donc entre force et sensibilité à fleur de peau, pour toi la musique est survie, l'écriture un élan viscéral. Tu utilises ton art pour guérir de tes blessures et tu espères par là même penser un peu celle des autres. En perpétuelle réflexion, tu avances sur le chemin de la rencontre et c'est ce qui t'a amené là aujourd'hui. Exactement. Alors, pour démarrer un petit peu le débat d'aujourd'hui, une des premières choses que j'ai faites, c'est Google est mon ami, j'ai cherché identité, un petit peu pour avoir une définition de ce qu'on pouvait avoir. Et puis en fait, il n'y a rien qui m'a plu. Parce qu'en fait, dans l'identité, on peut. Alors, il y a pièce d'identité, carte d'identité, identité nationale. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on peut trouver, il n'y a rien. Et pourquoi? Mais en fait, parce que après j'ai réfléchi, mais oui, mais l'identité telle qu'elle est à travers cette exposition, on est vraiment sur la croisée de tout ce qui peut être sociologie, psychologie, philosophie, métaphysique. Enfin voilà, on est vraiment à la croisée de tous ces chemins-là. Et en fait, on est tous le produit d'une éducation, d'une société. Et on se construit à travers les rencontres et les expériences de vie qui peuvent parfois nous chambouler et nous faire dire qu'il y a eu un avant et un après. C'est ça aussi qui fait notre identité. Donc ce que je vous propose, c'est qu'à travers les réflexions et à travers vos témoignages, on se questionne collectivement sur cette question d'identité. Et après, bien entendu, il y aura un échange avec les personnes si elles le souhaitent, pour pouvoir aller creuser certaines questions que je n'avais pas abordées. Donc, alors... En général, l'identité, elle se construit très tôt. Donc, dans notre enfance, on a souvent des personnes qui, à un moment donné, peuvent nous dire de nous des choses, que ce soit de façon positive ou voire parfois négative. Et à force de les entendre, on s'approprie un petit peu cette identité qu'on essaye, enfin, c'est pas qu'on essaye, mais c'est que les gens nous forgent un petit peu dans cette identité, alors qu'on ne le souhaite pas obligatoirement. Et en fait, on se l'approprie. Et c'est ce qui participe un peu à notre construction au niveau de l'identité. Mais est-ce véritablement notre identité? Comment est-ce que l'on fait pour ne plus accepter d'être défini par l'autre? Finalement, qu'est-ce qui construit notre identité? Et peut-on distinguer identité et conscience de soi? Vous avez 2 heures. Voilà. Alors... Il y a pas de secret. Aminata, elle savait quand on me demande de participer à ce type de débat, on va aller chercher. Toi, Aminata, tu dis que tu as rencontré Romain à une période de ta vie où tu étais prête à être enfin toi, sans masque. Comment est-ce qu'on prend conscience de soi et à quel moment tu as décidé de poser les masques et pourquoi? Alors, je pense que j'avais beaucoup entendu des choses effectivement me concernant. Les souvenirs les plus lointains et qui ont été tellement répétés que du coup j'ai l'impression de les avoir vécus, c'était déjà, je me souviens d'une tante, sœur de mon père, qui n'aimait pas ma mère et qui trouvait que je ressemblais trop à ma mère, donc elle ne m'aimait pas en par ricochet parce qu'elle ne supportait pas ma mère, donc du coup ce qui faisait que j'étais pas celle à laquelle elle offrait des bonbons, j'étais pas celle qu'elle invitait à faire des spectacles, des choses comme ça, donc elle adorait ma sœur mais moi elle me détestait, c'était comme ça, c'était dans l'identité. Je me souviens de ma mère qui disait t'es comme ton père. Alors que t'es comme ton père, tu parles trop, t'es comme ton père, t'aimes trop voir des gens, enfin voilà, c'était ça. Et je me souviens aussi, et que c'était... pour les personnes qui n'ont pas vu encore toute l'exposition, il y a une photo que j'ai appelée Nous étions 4. Nous étions 4 parce que j'avais une grande sœur, que je n'ai pas connue, qui s'appelait Fanta, qui est décédée juste avant que moi je sois conçue. D'ailleurs, on m'a expliqué, et j'ai toujours entendu ça, que j'avais été conçue parce que ma mère avait tellement de peine que mon père a dit on va faire un autre enfant et c'est là que je suis née. Donc chargée de ça, on fait comme on peut. Moi j'étais contente finalement d'avoir rassuré mes parents ou d'avoir apporté du bonheur à ma mère, mais j'ai compris il y a 5 ans. Parce que je ne digérais plus. Et quand Romain parle de maladie dans le
le titre secours, pendant 3 ans, j'étais incapable de digérer. Je ne digérais plus les aliments, c'est-à-dire que j'adore manger, je mangeais le midi et jusqu'au soir je souffrais, mais je suis allé voir des médecins, comment on appelle les gens, les diététiciennes, machin, qui m'ont dit écoutez, vous vieillissez, il faut accepter que vous ne pouvez plus manger comme avant, donc oubliez ces aliments-là. Je me suis dit c'est pas possible, j'ai 40 ans, je peux plus manger ci, ça, donc voilà. J'ai été voir, on y croit, pas, moi je cherche pas à convaincre les gens, j'ai été voir une hypnothérapeute, j'ai eu besoin de travailler sur mon histoire, sur la colère, qui était en moi implosive. J'ai jamais compris la colère de mon frère et de ma soeur qui était toujours explosive. Moi, la mienne était implosive. J'ai compris qu'elle me faisait crever à petit feu. J'avais mal au ventre, je ne pouvais plus digérer littéralement. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, en fait, il faut que je change des choses. J'avais déjà amorcé des choses quand mes enfants sont nés, parce que je me suis dit, je ne vais pas chercher mes enfants de mon histoire. On a tous une histoire à porter, et voilà. J'avais commencé des choses, et là, je me suis dit, il est temps d'y aller vraiment... plus fortement. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on a fait ce stage avec Romain, un stage de 2 jours à Paris, qui nous a invités à travailler sur ces masques que l'on porte tous les uns les autres au travail, avec nos amis, des amis plus ou moins proches. On s'est rencontrés là. Et voilà. Et c'était vraiment à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je ne veux pas crever. Ma mère avait beaucoup de colère, et à chaque fois, cette colère-là était là tout le temps, et je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas être une femme en colère tout le temps. Et du coup, Romain, toi, qu'est-ce qui a fait, parce qu'on a discuté, tu m'avais expliqué que vous étiez rencontrés pendant ce stage-là, qu'est-ce qui a fait écho en toi, en quoi l'histoire d'Aminata a fait écho en toi? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans votre rencontre autour de cette question d'identité. C'est toujours dur de faire des raccourcis. Il y a plusieurs choses. Effectivement, cette histoire c'est un stage sur l'ego. Mais en fait, c'est pas l'ego dans le sens où on l'entend sur... avoir un ego surdimensionné, tout ça, c'est une espèce de double soi-même qu'on construit justement par les réflexions des autres, par ce qu'on nous donne dans l'enfance, par la violence qu'on peut vivre aussi dans l'enfance, par la violence qu'on continue de vivre aussi au quotidien dans le travail, ou des gens qui veulent asséner des choses sur nous, voilà. Et on se construit avec ça sur des mauvaises bases, du coup. On n'est pas vraiment soi. Et cette espèce de persona, c'est l'ego. On crée un personnage qui n'est pas soi-même. Et on se rend compte, quand on déconstruit, d'à quel point cet ego a de la place dans notre vie. À quel point il est mal placé. Quand on dit avoir un ego mal placé, c'est ça, c'est ne pas être là où on devrait être, ne pas être soi. Et donc, par tes failles, par les miennes, par les violences qu'on a pu vivre, ou par les traumas qu'on a pu vivre, il y a eu forcément un écho. Mais j'ai envie de dire, parce que nous, on avait envie de travailler, d'aller loin là-dedans, et de déconstruire pour enfin s'incarner. L'autocité, c'est secours, quoi. J'ai envie d'être moi, enfin, d'être ce que je suis, et de ne plus dépendre de ces traumas, de ces peurs, de ces choses qui ont été construites à la fois par des mauvaises rencontres, à la fois par des violences jeunes, à la fois... Et donc on était à ce stade-là tous les deux. Donc effectivement, il y a eu forcément au-delà de ça, humainement, il y avait des choses, voilà, on va raconter notre vie privée, mais voilà, il y avait forcément des fuites au-delà de ça, mais je pense que toute personne qui travaille sur soi et qui vibre comme ça de cette rencontre, de vouloir aller à la rencontre de soi-même, tous ces gens-là pourraient faire qu'un et se comprendre et raisonner ensemble. Et je crois que c'est ce que tu essaies de faire par cette exposition, c'est ce que j'essaie de faire en faisant de la musique, c'est de raisonner ensemble sur des émotions communes pour se trouver et pour vibrer de la bonne manière et incarner. Parce que ce qui fait commun entre vous deux aussi, au-delà de votre rencontre, c'est bien le fait d'être, à travers votre démarche, d'aller à la rencontre de l'autre. En fait. Oui, c'est le ciment de toute relation saine et équilibrée. Ce qui fait bien. Alors, un des lieux où notre identité se construit de façon importante, c'est notre famille. Aminata, toi, tu es née et tu as grandi en France, mais tes parents sont nés et ont grandi au Mali. Une situation que de nombreux enfants vivent en France. Marie-Rose Moreau, professionnelle de la transculturalité, les décrit comme les enfants d'ici venus d'ailleurs. Des enfants qui sont amenés à devoir métisser le monde du dedans et celui du dehors, dans un pays qui ne valorise pas, voire qui annihile celui de leurs parents.
Cette difficulté à accueillir l'autre dans son altérité peut amener de la rupture dans la transmission de l'histoire familiale. Pour toi, Aminata, par rapport à ton vécu, qu'est-ce qui a fait rupture et qu'est-ce qui a fait lien dans cet héritage et comment cela a affecté la construction de ton identité? Moi, je me souviens que mes parents, ils racontaient leur arrivée en France. Alors, mon père, il n'avait pas l'intention de rester. Hein. Il travaillait à Radio Mali, il était venu pour faire un stage à Radio France et il voulait repartir. Ma mère, ils avaient déjà 2 enfants. Elle lui a dit, dis donc, t'as l'air de rester quand même longtemps. Allez, hop, moi, je viens aussi. Donc, et mon père a toujours dit, quand votre mère est arrivée, j'ai compris qu'on ne partirait plus. Mais on a toujours entendu ça, hein, qui repartirait. On se dit, voilà. Il y a un moment d'ailleurs que je dis, qu'ils repartent d'ailleurs, parce que je trouvais ça lourd, la présence de mes parents. Et mon père, lui, c'était clair pour lui, ne retournerait pas au Mali, et ma mère avait ce rêve-là. Et on entendait, par-ci par-là, faites attention, il ne nous parlait pas en bambara. Donc moi, je regrette encore aujourd'hui, c'est une langue que je comprends, comme certaines comprendraient l'anglais, mais qu'on n'ose jamais prononcer, parce qu'on dit toujours, ma langue va fourcher, et voilà. Et ils nous ont toujours dit, non, on voulait que vous soyez intégrés. Je déteste ce mot désormais, qui ne veut plus rien dire, et on n'intègre pas des gens, c'est quand même bizarre. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disaient dans les années 70, et ils ne voulaient pas qu'on soit obligé de parler bambara, ils voulaient qu'on parle le français. Et moi, je me souviens que ma mère, je détestais quand elle me parlait dans la rue en bambara, parce que je me disais, la honte, vas-y. Elle m'aurait parlé en anglais, sûrement j'aurais dit hey, yeah, ouais, machin, mais en bambara, je voyais bien que c'était pas une langue que tout le monde avait envie de parler et qu'on apprenait à l'école, voilà. Donc il y avait ce truc-là déjà de on nous dit que c'est bien, en même temps c'est pas bien, voilà. Moi pendant longtemps, il a fallu que j'attende vraiment l'âge adulte pour assumer de manger du riz tous les jours. Ma mère, elle me faisait des plats en sauce, tout ça, et mes enfants, quand j'en fais maintenant, ils adorent. Tu nous fais la sauce de mamie, tout ça. Mais je détestais l'idée que les gens sachent et que j'inventais des plats. Oui, hier on a mangé des pizzas, hier on a mangé ci. C'était pas vrai, mais je voulais manger ce que mangeaient mes amis. Tous les soirs, on mangeait du riz avec de la sauce, avec une sauce différente. Là. C'est toutes ces choses-là où on était dans un truc un peu, à la maison on était comme ci, et à l'extérieur il fallait être autrement. Et c'est toutes ces choses-là que maintenant j'aimerais retrouver, mais on ne peut pas refaire le passé. Hein. J'ai acheté un livre pour apprendre le bambara. Accrochez-vous. Hein. Franchement, c'est une langue quand même qui s'apprend vraiment dans l'échange et tout. Je l'ai là, je le regarde des fois, je me dis allez, vas-y, là c'est bon. Et non, j'arrive pas à l'apprendre et c'est vraiment un regret. Et je m'en veux parfois, j'en veux à mes parents parfois, de ne pas avoir assumé cette part d'Afrique qui de toute façon, que quoi que je veuille ou pas se voir, elle est sur moi et il n'y a pas une journée où presque on m'interroge sur « Ah, tu viens d'où? T'es arrivé quand ?» et machin. Donc ça c'est vraiment, ça fait partie de mon quotidien, mais j'ai voulu vraiment le repousser, à tel point je me souviens quand je suis arrivé à Vitré, puis je vais laisser la parole après à Romain, mais quand je suis arrivé à Vitré, c'est une petite ville, et on est arrivé il y a 20 ans avec mon mari, on était dans les premiers couples mixtes, donc à chaque fois qu'on voyait des couples mixtes, on disait « Ah, il y en a un autre !» On les comptait, c'était sur les... Et par contre, quand je croisais d'autres hommes ou femmes noires qui me disaient bonjour, je leur répondais même pas, je disais vas-y, renforce le fait que tous les noirs se connaissent. Ça m'énervait, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui circulait, je vous ferai pas l'histoire maintenant, je pourrais vous en parler après si vous avez le temps, mais d'un dentiste qui m'a attribué des amis parce qu'ils étaient dans sa attente et qu'ils étaient noirs, alors qu'ils étaient arrivés après moi, pour dire que j'avais tellement cette crainte-là d'être assimilée à d'autres, et parce que je voulais être singulière, que j'ai beaucoup rejeté cette part d'Afrique en fait, et je ne veux plus rejeter quoi que ce soit de ce que je suis, et de toute façon je suis une femme noire, je suis crépue, mais je ne suis pas que ça. Merci pour ce témoignage. Alors pour le coup, Romain, je vais pas aller chercher son terrain-là. Donc merci Aminata, parce que je trouvais important de pouvoir le parler, parce qu'en effet c'est des choses dont on discute et dont on a déjà discuté ensemble et qui me tiennent à cœur, tu le sais. Je vais juste me permettre de rajouter quelque chose rapidement. Tout à fait. Bien sûr, j'allais dire j'ai la chance, parce que c'est tellement douloureux et violent ce que tu peux vivre, ce que tu as pu vivre, de ne pas avoir vécu ça, d'avoir vécu d'autres violences, mais pas celle-là. Mais j'ai le sentiment aussi que c'est valable pour toutes les minorités. C'est-à-dire que, et c'est en ce sens encore que cette exposition est forte, parce qu'elle vibre, je pense, les homosexuels, les transgenres, les chinois, tout ce qui est différent, qui ne rentre pas dans une case, et constamment
pointer du doigt, et si ça se passe mal, et si économiquement ça va pas bien, d'autant plus, parce qu'il faut trouver un coupable, et on est là-dedans. Et c'est en ce sens encore, et je vois bien que cette exposition est forte, parce que c'est une problématique que plein de gens, plein de minorités vivent absolument tous les jours, et moi ça me met une rogne terrible forcément, et c'est aussi pour ça que je fais des chansons, je crois. Mais voilà, c'est un truc qui concerne en fait tellement de gens. Et ce qui est insupportable, et je termine vite, c'est justement de devoir se définir par ça en permanence. C'est-à-dire que tu es noir, tu es chinois, tu es homosexuel, c'est voilà, toujours des gens, ah ben vous allez bien vous entendre parce qu'elle est asiatique, ah, vous allez bien vous entendre. Ben non, en fait, je suis juste un être humain ou une être humaine, je ne sais pas si c'est français, pas très français, mais. Et c'est pas parce que voilà, j'ai une couleur de peau ou une orientation ou que sais-je que je vais forcément vibrer avec ces personnes-là. Et ça, c'est un truc qui revient constamment dans la société. Je suis tout à fait d'accord. Et je pense que ce qui est important, Aminata, tu faisais référence en parlant d'intégration, en disant que c'était dans les années 80. Je crois qu'on en est encore, hélas, en 2020, encore à ce stade-là. Et je pense que de la même manière, tu dis en termes de tout ce qui est les minorités, on a tous aussi à... Même si on a l'impression parfois de ne pas avoir de regard jugeant, etc., je pense qu'on a tous un travail de déconstruction à avoir. Moi, la première, je l'ai fait, je continue à le faire. J'ai encore des fois plein de pensées parce qu'on a grandi dans une société comme ça et que c'est à travers la société qu'on s'est construit. Donc je pense que c'est important, et merci Romain de le signaler. Que c'est aussi autour de plein d'autres sujets, d'aller et de les penser, de les réfléchir et de les déconstruire pour pouvoir, et d'aller voilà, un peu questionner ça pour la société de demain, je dirais. Alors il y a plusieurs paradoxes qui traversent la notion d'identité. Il y en a un que j'ai noté, c'est le fait qu'on sait que l'identité n'est jamais fixe. Elle évolue itinérer tout au long de notre vie, et au gré des années, nos rencontres et nos expériences de vie, on est amené à faire évoluer cette identité. Alors, le premier paradoxe comme ça qui me vient, c'est comment rester le ou la même tout en changeant. Et aussi, quel est l'impact sur notre entourage ? Parce que ça aussi, c'est une question auquel nous, notre quête identitaire, elle est ok, c'est la nôtre, mais elle vient modifier des choses en nous. Et en quoi ça impacte son entourage, ses amis, sa famille, ses enfants, enfin, voilà. C'est à eux qu'il faut poser la question. Ouais. C'est marrant parce qu'effectivement, moi, quand j'ai décidé d'évoluer, j'avais toujours cette peur de ne pas perdre les gens autour de moi. J'en parle hein, au travers des photos aussi, cette notion d'abandon, d'oubli, tout ça. Enfin, c'était tellement important pour moi de ne pas être oublié dans un coin. J'en parle, hein, ces fois même, je faisais exprès de me mettre de côté pour voir si on venait me chercher, et on n'est jamais me chercher. C'est pas pour faire ma Rémi sans famille, hein, mais pour de vrai, voilà, les gens n'avaient pas un manque si fort de moi qu'ils venaient me chercher. Et en fait, c'est plus mon problème. Enfin, je sais pas que j'aime vraiment fortement les gens qui sont autour de moi dans ma vie, mais je veux plus que ça devienne un problème de me dire je fais attention de pas trop bouger parce que sinon les autres vont plus vouloir de moi ou quoi. Et les amis qui sont là, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai osé dire après les confinements que j'aimais pas tant que ça les pique-niques, que c'était bien dans les films. Mais pas pendant longtemps, c'est tout con, mais je ne disais pas aux gens que je n'aimais pas les pique-niques parce que je voulais être avec les autres et que je voulais faire ce qui faisait plaisir, et pour de vrai, ça me fait suer de m'asseoir par terre, ça me fait suer de manger voilà, moi j'aime de la vraie nourriture, des trucs chauds, manger froid même en été, moi ça me saoule. J'ai toujours peur de me faire piquer d'avoir une abeille dans la bouche et tout, donc pour de vrai, voilà, je l'ai fait avec mes enfants, enfin voilà, mais vraiment, entre un resto et un pique-nique, il n'y a pas photo. Moi je prends un resto, enfin voilà. Donc pour dire tout simplement que j'ai arrêté d'en faire un problème, et en fait, finalement, quand j'ai dit à mes amis, elles m'ont dit « Ouais, vas-y, dégage, t'es plus dans notre bande. » Non, en fait, ok, je ne l'avais jamais dit avant, bah non, j'ai pas osé. Donc, voilà. C'est juste, ça fait partie de mon évolution, et effectivement, j'ai perdu des gens sur la route, hein, c'est clair, mais c'est comme ça. Non, mais c'est une bonne façon de faire le tri, en fait. L'incarnation de soi, ça gêne pas mal de gens qui sont là pour les mauvaises raisons. Donc à partir du moment où on commence à s'incarner vraiment et à être soi et à raisonner pleinement,
On voit ceux qui vous aiment vraiment et on voit ceux qui étaient là parce que vous les faisiez briller, justement parce que peut-être vous étiez un peu effacés, vous étiez beaucoup plus que ce que vous vous demandiez. Donc en fait, le fait de s'incarner fait un super tri. Donc allez-y, incarnez-vous, vous allez faire un tri super avec les gens. Ceux qui servent à rien ne seront plus là, et ceux qui servent vraiment et qui sont des gens aimants et qu'on a envie d'aimer et que c'est cool d'aimer, resteront. Donc non, moi je trouve que c'est... Il n'y a pas à se soucier de est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils ne vont pas rester. Ceux qui restent sont les meilleurs et on a envie aussi d'être avec des gens qui sont incarnés. Et après c'est réciproque et les gens qui sont incarnés s'attirent entre eux et ça fait que des belles relations. Donc non, on s'en fout de ce que pensent les gens. Ça me fait penser à quand je suis passée sur le trône, il y avait la petite question, la fameuse ritournelle. Tu peux demander aux gens comme ça, est-ce que vous avez une petite ritournelle quand vous êtes face à quelqu'un et que vous avez un petit peu... Et moi, je n'avais pas spécialement cette petite ritournelle en tête, mais j'avais une phrase qui m'avait vraiment marquée et qui avait fait justement partie d'un démarrage, on va dire, autour de ma question identitaire. C'était de dire que je ne peux pas plaire à tout le monde, en fait. Et d'accepter qu'à un moment donné, on se juge des fois souvent, très très durement. Et de trouver qu'on a des défauts par-ci, par-là, et de se dire de vouloir plaire à tout le monde, etc. Puis à un moment donné, stop, quoi. Il y a un moment, je ne peux pas plaire à tout le monde, il faut que j'accepte. Et je vais être moi, parce que oui, je crie trop fort, oui, je bavarde beaucoup, oui, je coupe la parole. Alors bon, j'ai appris, j'ai fait attention maintenant. Mais voilà, c'est comme ça. Et les gens qui m'aiment, m'aiment pour ça. Alors qu'en fait, les gens qui, parfois, pouvaient ne pas m'aimer, m'aimaient pas pour les mêmes raisons, en fait. Donc voilà, donc c'est vrai que tu as raison, on est incarné et puis après les gens qui ne sont pas intéressés, ils passent leur route. Exactement. C'est pas pour autant qu'on est hautain ou je sais pas quoi. Être soi, c'est être soi. Alors lien et identité sont étroitement liés car on fait du lien avec ce qu'on est. Je dis souvent de toi, Minata, que tu es une tisseuse de liens. D'ailleurs, dès son démarrage, cette exposition a fait le lien car elle a réuni différents artistes autour des photos de Pauline. C'est une façon concrète d'imager ce que tu es d'ailleurs, une identité multiple qui aime créer du lien. Mais le lien, c'est quoi? Parce qu'il y a des liens professionnels, il y a des liens familiaux, il y a des liens superficiels, il y a des liens d'amitié, des liens d'amour, des liens de filiation. En fait, le lien, il est partout dans la vie de tous les jours. Alors, est-ce qu'on est toujours là ou le même en fonction de ces différents liens? Et à quel moment accepte-t-on d'être en lien avec l'autre dans ce qu'on est véritablement, avec une forme d'authenticité? Et surtout, est-ce qu'on l'est vraiment? Ça rejoint un peu la question d'avant, mais voilà, cette question d'authenticité. Moi, j'essaie de toucher du doigt l'authenticité. En fait, désormais, j'essaie de me dire, bon, est-ce que je fais pour faire plaisir? Est-ce que je fais pour me faire plaisir? Est-ce que machin? Parce qu'après, je suis pas en train de dire que je suis sorti d'un monde où on fait des concessions. Je suis pas toujours en train de dire, ouais, moi, me, myself and I, et puis allez vous faire voir, c'est pas ça. Mais par contre, j'essaie vraiment de me poser la question à chaque fois de est-ce que c'est bon pour moi? Enfin, tout ça. Et le lien, j'essaie vraiment d'être sensiblement, en tout cas, la même, quel que soit l'endroit où je suis. Alors bien évidemment, le travail, on va pas avoir les mêmes liens avec les collègues et tout, mais moi par exemple, la façon que j'ai eu de m'extraire de ça, c'est déjà de m'habiller partout de la même façon. C'est-à-dire que j'ai pas une tenue pour le travail, une tenue pour les soirées, une tenue pour machin. Si j'ai envie de mettre des paillettes dans la journée, je mets des paillettes dans la journée. Ça fait des réflexions, parfois on me dit « Ah, tu sors ?» Je dis « Bah non, je vais au travail. » Donc voilà, parce que en fait avant, mon rêve c'était d'être barmaid. Parce que je m'étais imaginé que c'était le seul métier où on pouvait mettre tout ce qu'on voulait, sans qu'on vienne nous dire quoi que ce soit. Et je me suis dit, ouais, ça serait cool de devenir barmaid et tout. Après, je me suis dit, bon, pour de vrai, presser debout derrière un bar, nanana, enfin, je ne sais même pas faire des cocktails spécialement ou quoi, mais bon. Et en fait, je ne sais pas pourquoi je m'étais mis cette idée dans la tête, mais je m'étais dit, c'est le seul métier où je vais pouvoir mettre ce que je veux. Ou être Daphné Burki, qui est une personne que j'aime beaucoup à la télé. Voilà, donc comme je n'ai pas encore d'émission comme Daphné Burki, je me suis dit, bon, en attendant, je vais m'habiller comme je veux, au travail, pour aller acheter du pain ou quoi que ce soit. Ce qui fait que quand on s'est déconfiné, moi j'étais trop contente de retrouver mes vêtements, parce que quand j'étais chez moi, je m'habillais, mais bon, voilà. Et avant, je m'en excusais, je disais, ouais, ça va peut-être un peu superficiel, mais les vêtements, pour moi, c'est vraiment le truc qui m'a permis de m'affirmer et de dire, je suis la même partout. À partir du moment où j'ai commencé à mettre des trucs comme ça partout, des gros bijoux et tout, je me suis dit, ça y est, c'est là, je ne joue plus de rôle. Moi, c'est comme ça que j'ai compris en tout. Il faut que je
Je sais pas. C'est toi qui vois si ça t'inspire ou pas. Non, oui, bien sûr. Disons que ce qui est important, c'est d'avoir conscience de ces différents liens. Je pense que en fait, on est le même partout, mais on a différentes facettes. Et c'est juste d'avoir conscience qu'on met en marche certaines facettes à certains moments, avec certaines relations, et qu'effectivement, on reste soi-même, on ne se travestit pas, mais on met en marche certains trucs dans certaines circonstances et pas dans d'autres. Après, effectivement, c'est ne pas changer pour autant et se travestir. Hein. Mais je pense qu'on peut être le même, mais on est multiple. On l'a dit te concernant, et c'est pareil pour beaucoup de gens. Et je pense que selon les situations, on est juste soi-même et on a différentes facettes qui brillent selon si c'est au travail, si c'est... mais on reste soi. Hein. Alors aujourd'hui, à l'ère du numérique, les liens se créent parfois en dehors de la rencontre physique. On en est un petit peu l'exemple, Aminata. Alors on s'est rencontrés physiquement, professionnellement, au travail. Et puis, alors, très vite, on avait juste une réunion, voilà. Et puis on s'est retrouvés sur les réseaux, je t'ai retrouvée sur les réseaux, et on a commencé à échanger. Et de là, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de points communs. Est venu le confinement, donc on était un petit peu tous chez nous, et on s'est dit à un moment donné, allez, dès que ça déconfine, on se voit à l'extérieur, on mange à l'extérieur, et on voulait aller un petit peu au-delà de cette rencontre. Et puis la preuve en est, 2 ans et demi après, on s'est trouvé quand même énormément de points communs. Alors en quoi ces liens sont-ils différents des autres, s'ils le sont? Et surtout, peut-on et doit-on les hiérarchiser? En fait, avant, oui, moi je t'aurais dit, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, je t'aurais dit, ah oui, quelqu'un que tu connais sur Instagram, que tu connais dans la vraie vie, c'est pas la même chose. C'est marrant d'en parler, elle n'est pas là, Chloé, c'est... bon, au-delà d'être une amie très chère, la fille d'une amie très chère, et qui, ce matin, on en parlait, et on parlait des réseaux, on disait que ça fait quand même un peu gagner de temps, économiser un peu d'argent, parce qu'on n'est pas obligé d'aller boire 10 verres ou faire 10 restaurants avec une personne, parce qu'on échange sur notre canapé, chacun et chacune devant sa télé ou quoi que ce soit, et ça apprend, petit par petit. Ah, t'aimes ci, t'aimes ça, enfin voilà, ce qu'on appellerait peut-être la superficialité, mais peu importe. Mais moi, j'ai appris à connaître plein de gens comme ça, et des gens que j'ai fini par voir dans la vraie vie. Mademoiselle Georgette, par exemple, qui n'est pas là ce soir, elle est à Paris, on a appris, et qui a fait une œuvre, on a appris à se connaître comme ça. Yaya, qui est là, on s'est parlé elle m'a découvert par le biais d'un réseau d'un compte qu'on a en commun, d'un ami en commun. On s'est parlé, et puis à Noël, tu fais quoi, machin. On a commencé à se raconter nos vies, on s'est dit, on dirait qu'on se connaît depuis, machin. Un jour, on a dit, bon, est-ce que tu me donnes ton numéro et je t'appelle? Bon, vas-y. Et puis donc voilà, c'est parti comme ça. Et en fait, je sais pas s'il y a une hiérarchie, non, je pense pas, moi. Enfin, moi, j'en mettrais pas. Après, je suis pas en train de dire que je suis un bisounours et que tous les gens qui viennent me parler, je suis là, hey! Voilà, je sais reconnaître les gens dans la rue ou sur les réseaux qui sont soit malveillants ou qui sont pas là pour les bonnes raisons. Je fais quand même du tri. Et puis, j'ai pas vocation à aller vers tout le monde. De toute façon, il y a des gens avec qui ça va rester juste bonjour, et puis d'autres avec qui ça devient une amitié, voilà quoi. C'est la question de l'authenticité. Si on est authentique à travers les réseaux, à travers son réseau social, il n'y a pas de raison que ce soit pas la même authenticité que... Et pour toi, Romain, alors du coup, qui en plus c'est différent parce que beaucoup ton réseau social, c'est ton travail. Moi, c'est un outil de travail, c'est vrai, mais c'est aussi un moyen, un vecteur pour toucher les gens, puisque c'est grâce à ça aussi que ma musique voyage, va vers les gens. Et il y a même des gens ce soir qui sont venus grâce aux réseaux sociaux et que je remercie. Donc c'est particulier et je mets un point d'honneur d'essayer de, parce que pour l'instant c'est encore faisable, de répondre à tout le monde qui me contacte, parce que j'ai des messages ultra touchants sur les titres, et moi ça me bouleverse de voir que ça puisse faire écho, mes titres, parce que c'est, comme tu disais, moi, l'écrire et faire des chansons c'est ma survie, parce que il y a cette vibration commune et cette idée de pouvoir un peu penser des plaies, les miennes et peut-être, j'espère, celles des autres, au passage. Donc c'est différent, mais en même temps, j'ai eu justement, pour mon travail, mon EP n'existerait pas aujourd'hui s'il n'y avait pas eu à un moment des rencontres sur les réseaux sociaux qui sont faites pendant le confinement aussi et qui m'ont amené à faire
des titres avec certaines personnes, qui ont plu à d'autres, et qui ont fait qu'aujourd'hui, je travaille avec des gens avec qui je rêvais de travailler. Donc ça a bouleversé ma vie. Donc effectivement, comme dit Amanata, il y a aussi des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de voir par message. Mais ça fait partie des choses. Et en tout cas, moi, je mets effectivement un point d'honneur à être authentique et à la fois, moi, c'est particulier parce que je dis, il y a aussi des limites aussi à mettre en place. Alors c'est toujours particulier, mais l'authenticité encore, c'est la base. Merci à vous deux. Je pense Merci. qu'on va conclure cette présentation. À vous les micros. En tout cas, merci d'avoir été si sage à nous écouter. Et moi, j'aimerais beaucoup vous entendre. Ouais. Donc vous allez poser des questions, vous allez dire des choses. Il faut lever la main. Ah, on a déjà une main. Ah, et c'était quelle différence, Céline? Les différences, par exemple, il y avait un cheval qui avait les pattes derrière, qui n'avançait pas. Il y avait un pigeon qui aimait porter du rose et les autres se moquaient de lui parce que c'était un garçon et qu'apparemment il ne pouvait pas porter du rose alors que si. Il y avait une baleine qui galère. D'accord, donc à travers les animaux, on parlait de ce que dans la vie, on peut être amené à entendre, genre, d'où un garçon ne doit pas mettre de rose et tout quoi. Merci Céline. C'est juste. D'accord. And you have to answer in English too. On ne veut pas vous mettre de pression, bien évidemment, mais l'idée c'était pas ce qui va avec cette exposition, c'est vraiment un cercle que j'envisageais, moi en tout cas de parole, voilà. Après, je sais que quelquefois il faut digérer, on a vécu déjà à Paris, on sait bien qu'il y a eu plus d'échanges après, donc on peut aussi faire ça, si vous préférez, on n'est pas obligé d'avoir un micro pour se parler, mais l'idée c'est vraiment moi j'ai envie de savoir qui vous êtes, alors il y en a que je connais, mais j'ai été surprise, en tout cas les amis qui sont venus déjà lundi, d'autres là, qui me découvrent par d'autres bouts, donc si moi je suis découverte par d'autres bouts, j'imagine que moi aussi j'ai d'autres bouts de vous à découvrir, donc amis ou pas, peu importe, donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez parler. On prend peut-être son Déjà, merci infiniment parce que je suis venue ici et c'était pas prévu. C'est souvent les belles rencontres, elles se passent comme ça. Et c'est en effet Armelle qui est à côté de moi qui m'a dit viens, il y a une exposition, tu vas voir, incroyable. J'ai vu la photo, des photos, je dis oh oui, ça a l'air pas mal. Et puis j'habite à côté, je dis là, il fallait vraiment venir. Ça m'a beaucoup intéressé cette idée de s'affranchir. D'être soi et de s'affranchir du regard des autres. Depuis quelques temps, je m'autorise à aller un peu plus dans ce que je suis et l'aspect vestimentaire justement m'a vraiment interpellée parce que j'aime écrire et je suis depuis on va dire un an maintenant, dans des scènes ouvertes de slam. C'est quelque chose, les mots qui sont très très importants pour moi. Et je me suis aperçue qu'il y avait des codes vestimentaires. Et là, je me suis dit, oh là là, mais je ne vais pas venir avec mes petits talons, ma petite robe comme ça fleurie, blonde, on va me regarder un peu bizarre, est-ce qu'elle sait écrire, elle ? Moi, je me suis vraiment posé cette question, est-ce que je peux arriver habillée comme je suis, femme ? Parce que je ne sais pas si vous connaissez le monde du slam. Moi, je l'ai découvert parce que ma sœur est slameuse, mais à Paris, mais à Rennes, c'était nouveau pour moi. Et ils étaient tous pareils, tous habillés pareil, ils disaient des textes merveilleux, et j'étais terrorisée d'aller sur la scène en étant habillée comme je suis. Et donc au début, j'ai été mettre un jean, j'ai essayé de trouver un pantalon, parce que je gêne mon pantalon déjà, mais tu peux confirmer, j'en ai peut-être un ou deux, et j'y étais, et puis voilà, j'ai fait mon texte, puis je me sentais complètement coincée. Et j'en parle à ma sœur et je lui dis, dis donc, il y a des codes vestimentaires dans ce milieu-là, toi qui le fréquentes depuis quelque temps. Puis elle est comme moi, elle est très coquette. Et elle me dit, bah oui. Et alors comment tu le vis ? Il me dit, bah je m'en fous. J'y vais comme je suis. D'accord ? Et alors toi, bah là je m'étais mis
avec un jean et puis un col roulé là. Mais non, mais c'est pas toi. Ok, bah, t'essayes en étant toi. Ça n'a pas été facile. Hein. Vraiment, j'avais l'impression que les regards étaient braqués sur moi, pas sur ce que je disais, mais sur comment j'étais habillée. C'est mon film intérieur, puisque finalement, ils m'ont écouté. Donc merci, parce que ça a vraiment résonné de se dire qu'il y a des milieux, peut-être artistiques, plus, ou partout, où il y a des codes. Il y a des codes, il faut rentrer dans des cases. Et cette identité qui nous colle à la peau, qui ne nous appartient pas forcément de notre enfance, eh bien, quand on change d'environnement, quand on change d'endroit, il y a d'autres codes et on n'est plus dans les cases. Et là, on se dit, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas? Donc, j'aime beaucoup cette discussion-là. Je ne sais pas si ça résonne à d'autres. Merci beaucoup. C'est très beau. Je suis créatrice de robes de mariée et j'essaye toujours de rentrer dans des codes, notamment de par ma couleur de peau. Parce que j'ai toujours cette réflexion un petit peu tu fais pas du wax c'est toujours un petit peu la robe de mariée donc forcément la robe de mariée dite africaine dans la tête des gens. Et c'est vrai que j'ai toujours ce déguisement où je le sens encore aujourd'hui, où je me dis il faut peut-être que tu sois un petit peu plus sérieuse, un petit peu... j'ai souvent un masque comme ça de la nana sérieuse, alors que c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Dulcinée, comme on s'appelle, c'est vrai que j'ose de plus en plus les couleurs, les boucles d'oreilles folles, parce que j'aime ça. Et elle sait que je l'admire énormément pour ça, et j'aimerais, mon but ultime, c'est d'être comme elle. Et m'en foutre vraiment de ce regard. Et c'est vrai que votre discours, ça m'a fait écho un petit peu, par mon métier, je rencontre les mêmes problématiques, quoi. Et je me bats au quotidien pour me dire, après tout, je m'en fous, vas-y, tu t'habilles comme ça, tes clientes... si elles trouvent que t'as une tête de mort ou j'ai un badge où c'est écrit suce mon clitoris. Je me dis c'est vrai que si ça t'amuse, tu le portes et puis tu t'en fous du qu'en dira-t-on. Mais c'est vrai que c'est au quotidien très difficile de... Ouais, donc voilà. Alors j'ai essayé de savoir m'en servir, c'est bon, je ne crie pas. Donc, juste sur vos petites remarques sur les intégrations, ça m'a à la fois fait sourire et parler. C'est-à-dire quand tu as dit que si ta mère avait parlé anglais dans la rue, tu aurais certainement mieux vécu ça. Nous, on a des copains mixtes, lui anglais, elle française. Et ils vivent dans la banlieue londonienne. Et elle nous disait que leur fils, quand il était autour de 10-11 ans, a rejeté quasiment sa mère parce qu'elle voulait absolument continuer à lui parler français pour des raisons toutes bêtes. C'est que quand les enfants ont des grands-parents, c'est quand même mieux que l'enfant apprenne les deux langues plutôt que le grand-parent. Et son fils lui disait « mais t'es pas comme les autres, maman, tu parles français, c'est pas bien ». Donc tu vois, ça m'a un petit peu fait sourire parce que je me disais « oui, effectivement, on a ce cliché-là, mais en fait, je pense que plein de gamins de couples mixtes, et sans parler de couleur ou autre, ont à un moment donné dans leur vie ce petit souci. Et j'avais aussi l'intégration forcée, on va dire. Je suis, ça s'entend un peu, originaire du Sud-Ouest, et mes parents, quand ils étaient gamins, ont dû arrêter de parler ce qu'ils appelaient le patois, donc qui en fait est l'occitan, pour apprendre le français un peu à marche forcée, comme ça a été dans les campagnes bretonnes. Et nous, la génération d'après, comme toi, aucune de mes sœurs ne sait parler occitan, on le comprend à peine. Et parfois, on se dit, mais quand même, quelle erreur, mais c'est trop tard, quoi. Enfin, moi, mes parents, à 87 ans, ont pu m'apprendre l'occitan, et j'ai fait comme toi, acheter une méthode. Ça marche pas du tout. Faudrait y passer vraiment du temps, quoi. Et du coup, ça m'a un peu fait sourire vos deux remarques, parce que je crois que c'est l'histoire... Non, c'était pas toi, Romain, mais... Et c'est vrai que des fois, l'intégration, c'est toujours compliqué, à quelque niveau que ce soit, mais c'est souvent plus violent, quand même, quand il y a des problèmes de couleur ou d'orientation sexuelle, parce que moi, ça m'arrive encore, même 30 ans après, qu'on me dit oh, c'est chouette votre accent. Oui, mais bon, ça te fait remarquer quand même que t'es pas bretonne.
ce qu'on peut faire... ouais, merci, oui, c'est vrai qu'elle m'a fait tout le monde. Ce qu'on peut faire, parce que ça me plaît pas trop que vous restiez bloqués comme ça, assis sur vos chaises, donc c'est qu'on peut aller dans la salle, il y a des gens qui n'ont pas pu voir toutes les créations, et voilà. Je voulais juste rajouter un dernier truc. Ça paraîtrait s'intéresser comme ça, mais ça n'est pas du tout. C'est noté sur les petites feuilles, mais suivez le projet d'Aminata, suivez ma page aussi. Ça permettra à ce projet, aux chansons, de pouvoir exister. Parce que malheureusement, on est dans une période où tout passe par ça. Il faut avoir des followers, il faut avoir grande dame. Moi, j'aimerais vivre dans les années 80, aller apporter mon disque, c'est chez Énergie. Je rêverais d'être né 30 ans ou 40 ans plus tôt. Mais c'est que comme ça aujourd'hui, en partageant, en allant sur Instagram, en suivant le projet d'Aminata, ma page, que ces chansons pourront exister grandement et que l'exposition pourra faire son chemin et toucher plein de gens. Ouais. Donc je suis un peu l'avocat du diable de Instagram et Facebook, mais c'est important et ça nous aidera beaucoup pour que ces projets puissent aboutir, vivre et avoir des financements aussi pour pouvoir exister sur le long terme. Donc je vous en remercie d'avance. Oui, tout à fait. Effectivement, après je vous laisse partir, faire voir l'exposition, mais c'est vrai que tu le disais Julie tout à l'heure, je dis souvent que j'ai pas de tabou tout ça, mais j'aime vraiment pas le côté faire la manche ou quoi que ce soit. C'est pas ça qu'on fait ce soir, mais c'est un projet que j'autofinance. Aujourd'hui, j'ai été voir le département, la ville de Rennes, la région. On me dit que c'est hors case, que je suis pas artiste, donc du coup que je fais travailler des artistes, donc je peux pas avoir de financement, quoi que ce soit. Donc bref, peu importe. Aujourd'hui, ce projet, j'y crois, personne n'est venu me chercher, je pouvais rester dans mon salon et de rien faire, mais j'avais envie, moi, tout ça, votre présence ce soir, ça me prouve que je suis au bon endroit et je suis très fière d'être allé jusqu'au bout de ce projet-là. Mais effectivement, aujourd'hui, on me demande combien de followers vous avez, avec qui connaît votre projet, sur qui ça va retentir, enfin voilà. Il y a des personnes ici qui sont dans la création aussi, donc vous savez très bien, c'est de la création de contenu, chaque jour, moi les posts Instagram, tout ça, il faut y réfléchir, ceci, cela. Clairement, c'est pas le truc qui m'excite le plus, mais j'aime communiquer avec les gens, j'aime présenter le projet. Certains et certaines d'entre vous sont là parce que j'ai envoyé des messages, parce que j'ai machin. C'est pas le plus excitant, mais ça fait partie du travail, donc partagez. C'est le début de notre lien, en fait. On passe par là pour vibrer ensemble. À travers une exposition, faire des chansons, faire des concerts. Et ça passe par ça. Donc vraiment, allez liker notre page. C'est ça. N'attendez pas qu'on ait 30 000 followers et qu'on puisse plus vous répondre. Parce que Aurel San, que j'aime beaucoup, je l'ai tagué hier, mais elle m'a pas répondu. Voilà, allez-y. Merci en tout cas. Il y a des choses à boire, à manger